Bien. Alors pour la guerre froide, on peut voir qu'il y a donc on a vu qu'il y avait différentes étapes. Pour la guerre froide, il y a d'abord l'origine qui est liée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc au traité de Yalta, qui fait que l'URSS et les USA sont les deux seules grandes puissances. Ensuite, il y a une première étape, c'est 1945-1955, qui est la formation du bloc de l'Ouest et du bloc de l'Est. Donc pour ce qui est du bloc de l'Ouest, tu peux me rappeler ce qu'est le bloc de l'Ouest? Oui. Le bloc de l'Ouest, c'est tous. Le bloc de l'Ouest, c'est les États-Unis, enfin, c'est les USA et c'est la France, c'est l'Europe. Ah oui, mais pas toute l'Europe, attention. Oui, pas toute l'Europe. Oui, oui. Et où est-ce que se situe la frontière entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est? Oui. C'est à côté, enfin, entre l'Allemagne c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui est découpée en deux. Oui, totalement. Et il y a le rideau de fer qui passe par l'Allemagne avec le mur de Berlin qui sera fait par la suite. Et donc il y a le bloc de l'Est qui est donc fédéré à quel État? Aline? À l'URSS, oui, en effet. De 1956 à 1962, c'est ce qu'on appelle la coexistence pacifique, avec des nouvelles crises. C'est là, par exemple, qu'il va y avoir les guerres indirectes. Quelles sont quelques guerres indirectes que vous pouvez me citer? Comment? Alors, il y a la guerre du Vietnam, par exemple, la guerre de Corée, il y a la crise des missiles de Cuba, oui. Il y a la guerre aussi d'Indochine, voilà. Et plus quelques guerres en Amérique du Sud. De 1963 à 1974, il y a ce qu'on appelle la première détente, donc les rapports s'assouplissent entre les deux. Et l'effritement un petit peu des blocs, il y a des pays qui sortent des blocs. On a vu ça, il y a des pays qui ne veulent pas être dans les deux blocs. Ensuite, de 1974 à 1984, c'est la Seconde Guerre froide, puisque ça reprend de plus belle, en fait, à ce niveau-là. Alors, la crise de Cuba, c'est bien avancé en 60. Mais c'est parce que c'est les gouvernants, ceux qui sont donc qui gouvernent là, qui veulent avoir le pouvoir. Et à partir de 1985 jusqu'en 1991, grâce à Gorbatchev en URSS, c'est la détente et la fin du bloc soviétique avec l'effondrement du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. Donc ça, c'est les grandes étapes de la guerre froide. Ce qui est intéressant de voir pour la guerre froide, c'est qu'il y a aussi au niveau de la culture, c'est-à-dire ce qui était important, c'était un affrontement idéologique au niveau de la culture. C'était deux cultures très différentes, puisque d'un côté, nous avons une culture fondée sur le capitalisme et le libre-échange avec les États-Unis, sur la démocratie, et de l'autre, un pouvoir autoritaire, proche du totalitarisme, avec une politique communiste basée sur le partage des biens et sur la réquisition des biens. C'est-à-dire qu'en fait, en URSS, personne ne possédait de terre. C'était l'État qui possédait tout, donc le dirigeant, et qui avait un contrôle sur tout, avec une police très puissante. Il y a aussi beaucoup d'espionnage, hein. Il y a eu beaucoup de films qui ont été faits sur ça, sur l'espionnage entre le KGB et la CIA, le KGB pour la Russie. On n'est pas sorcier sur ça. Ah ouais? Quand on était à l'Est. D'accord. Et bien sûr avec donc la CIA du côté américain. Alors par exemple, il y a quelques films qui traitent bien de la guerre froide. Les premiers James Bond, on voit très bien la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Il y a aussi par exemple pour plus récent Rocky IV, on voit très bien l'affrontement qu'il y a aussi idéologique entre le côté russe et le côté américain. Ça s'est poursuivi avec une course à l'armement, notamment avec le projet Garde des Étoiles qui permet donc aux États-Unis de se protéger des missiles qui pourraient venir de l'espace ou de la Terre. Oui, il y a l'arme nucléaire, la course à l'arme nucléaire, tout à fait. Voilà, donc c'est très intéressant de suivre à ce niveau-là. Il y a eu aussi une grande chasse, ce qu'on appelle la chasse un peu aux sorcières, dans le sens où il fallait débusquer les traîtres et ceux qui étaient contre l'idéologie d'un côté ou de l'autre. Voilà. Sachant que de ce côté-là, c'était vraiment aux États-Unis et en URSS, hein. Dans les pays comme la France et tout ça, il n'y a pas eu toute cette chasse aux communistes et au communisme. Nous avons le blocus de Berlin de 1948 à 1949 qui a une grande crise. Ensuite, de 1950 à 1953, on a la guerre de Corée. En 1962, la crise des missiles de Cuba.
Alors aussi intéressant, c'est que là, vous voyez, c'est les crises militaires, mais par exemple, en 1961, le premier homme soviétique dans l'espace. Ça, c'est important pour eux, parce que ça veut dire que technologiquement, ils étaient plus avancés pour eux que les USA. C'était aussi une course, la course de l'espace. Oui, Mais maître, après, c'est les USA qui ont marché sur le monde. totalement. C'est pas tout à fait pareil, en effet. Entre le premier homme dans l'espace et les USA qui sont les premiers à avoir marché sur la Lune. En 1961, il y a aussi la construction du mur de Berlin. En 1969, le premier Américain sur la Lune, qui était, qui le sait? Merci. 1964-73, la guerre du Vietnam, qui fut une défaite pour qui? Bah pour la France qui a perdu sa colonie. Alors ça, c'était l'Indochine. Mais sinon, tu avais raison. C'est pas le Vietnam qui voulait retrouver son indépendance? Non, là, c'était le Vietnam du Nord et du Sud. Au nord, il y avait les communistes, au sud, les Américains. Oui, oui, qui ont perdu, en effet. Les États-Unis ont perdu. En 1949, la création de l'OTAN, qui peut me rappeler ce qu'est l'OTAN? Oui, C'est pas tous les pays européens, mais c'est quelques pays européens, je crois, oui, qui totalement. ont créé un groupe qui s'appelle l'OTAN pour Sous la coupelle des États-Unis, pour, être comme alliés, oui, pour passer comme pour dire ne nous attaquez pas, on s'attaque pas. mhm. Pour faire des échanges commerciaux. Alors, c'était plus militaire. L'OTAN, c'est vraiment pour se défendre contre le bloc de l'Est, en fait. Et maître, il y a Oui. pas un pays qui s'appelle l'OTAN aussi Non, Tu- non, c'est pas l'OTAN qui s'appelle. En 1955, il y a le pacte de Varsovie qui répond donc à l'OTAN, puisque du côté de l'Est, ils se sont aussi alliés contre les pays de l'Ouest. 1989-1991, fin de la guerre froide. Chute du mur de Berlin en 1989. Réunification de l'Allemagne en 1990. Et disparition de l'URSS en 1991 avec la création de la Russie, la Biélorussie et tous les pays alentours. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'est la démocratie populaire? Oui, C'est quand t'es un chef et c'est le président. Bah oui, les citoyens, ils ont des droits. alors c'est ce qu'on pourrait croire d'après le nom, mais en fait, Mais c'est comme c'est un nom donné par l'URSS aux pays communistes d'Europe de l'Est. Ce sont pourtant des dictatures. Ah, Donc l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, alliance militaire autour des États-Unis signée en 1949, appelée Bloc de l'Ouest. Pacte de Varsovie, alliance militaire autour de l'URSS signée en 1955 par les démocraties populaires appelées Bloc de l'Est. RDA, qui se souvient ce qu'est le RDA? Oui, c'est la France, c'est à l'ouest. alors c'est bien l'Ouest, mais ça ne concerne pas la France. Oui, C'est quand l'Allemagne elle était coupée en deux, c'est RDA, c'est la partie du bloc qui appartient au bloc ouest. non, Est. RDA, République démocratique allemande, pour vous souvenir de l'Est. Dès que vous entendez République démocratique, c'est l'Est. Et l'autre, RFA, République fédérale de l'Allemagne. Ce sont les deux pays issus de la partition de l'Allemagne en 1949. La RDA est alliée à l'URSS et la RFA aux États-Unis. Rideau de fer, expression désignant la frontière qui coupe l'Europe en deux. D'un côté, les pays libres du bloc de l'Ouest et de l'autre, les pays communistes du bloc de l'Est. Un monde et deux blocs. Une politique de détente. En 1985, Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS. Dès sa prise de pouvoir, il montre qu'il est favorable à une politique de détente. L'URSS n'a plus les capacités financières et technologiques de continuer la course aux armements et rétablit le dialogue avec son homologue américain Ronald Reagan. Une série d'accords visant à réduire le stock d'armes nucléaires est signée. Les relations entre les deux superpuissances s'améliorent. La guerre froide prend fin. La chute du mur de Berlin. Jusqu'alors, toute volonté de liberté exprimée dans les pays au bloc communiste était sévèrement réprimée. En 1987, Gorbatchev autorise les républiques du bloc de l'Est à affirmer leur souveraineté. Aussitôt, 7 des 15 républiques que compte l'URSS annoncent leur sécession. La frontière entre la Hongrie et l'Autriche est ouverte, ce qui permet aux Allemands de l'Est de passer à l'Ouest. Le 9 novembre 1989, sous la pression populaire et avec le consentement du régime soviétique, la frontière entre les deux Allemagnes est enfin ouverte. Des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est peuvent enfin circuler librement et retrouver des membres de leur famille après 28 ans de séparation.
Ah oui, parce qu'il y a des familles qui étaient vraiment séparées, hein. Est-ce qu'il y a par exemple un truc où il y a une maison qui est coupée en deux? Alors pas par le mur en lui-même, mais peut être coupé en deux symboliquement, oui. Une Europe redessinée. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne est réunifiée et devient ainsi l'État le plus peuplé d'Europe avec 82 millions d'habitants. Berlin retrouve son statut de capitale fédérale, mais cette réunification coûte cher car du côté de l'ex-RDA, tout doit être modernisé. Routes, infrastructures, usines, l'Allemagne unifiée se retrouve à présent au cœur de l'Union européenne. Malgré le coût de la réunification, l'économie de l'Allemagne est florissante et elle accède rapidement au rang de première puissance économique européenne. Mais les poussées nationalistes se développent, c'est dans ce contexte qu'éclate la guerre dans l'ex-fédération de Yougoslavie. Serbes orthodoxes, bosniaques musulmans et croates catholiques se livrent entre 1991 et 2001 une guerre sans merci. Malgré l'intervention tardive de l'ONU, cette guerre fera plus de 150 000 morts. Les tensions sont encore aujourd'hui vives entre Serbes et Albanais à propos de l'indépendance du Kosovo. D'autres, comme la Slovénie, ont déjà rejoint la communauté européenne.